Alors, c'est pas la première fois que je vous le dis, mais cette semaine, si on avait besoin d'une preuve que les marchés financiers ont définitivement perdu la tête, je crois qu'on a été servi. On peut imaginer la scène, le pétrole qui passe la barre des $100 le baril, le détroit d'Ormuz qui est bloqué, les Houthis qui tirent sur des pétroliers saoudiens en mer Rouge, les rendements des obligations d'État qui explosent partout dans le monde. La France emprunte dorénavant à 4%, c'est du jamais vu depuis 2009. Le 10 ans américain se balade à 4,70. La dernière fois qu'on y était, c'était 2025. Et le 10 ans japonais remonte à 2,8%. 800 milliards de dollars de capitalisation sont partis en fumée sur le secteur tech américain en une seule séance. Et pendant ce temps-là, mardi, les investisseurs se sont rués sur les semi-conducteurs comme si de rien n'était parce que oui, les semi-conducteurs, c'est la vie. Pour faire simple, le bateau prend l'eau de tous les côtés et sur le pont supérieur, il y a un type avec des platines qui balance du David Guetta en hurlant « Allez, on achète la tech !» Le Titanic a engagé un DJ et cette semaine, on va essayer de comprendre pourquoi tout le monde continue à danser. Cette semaine, on a eu la totale, la guerre au Moyen-Orient qui déraille, le pétrole en feu, la BCE en embuscade, Alphabet et Tesla qui se prennent une claque, Trump qui ressort la boîte à tarifs douaniers et un remake britannique digne d'une série politique avec le nouveau Premier ministre que les marchés ont accueilli comme on accueille un contrôleur fiscal avec haine. Bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le 25 juillet 2026 et je suis Thomas Veillet. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors on va commencer par le gros morceau de la semaine, celui qui a un peu tout contaminé partout, bien sûr, vous savez, c'est le pétrole. Lundi, le baril de Brent était à $89, déjà tendu, déjà nerveux, parce que la semaine précédente, il avait pris 16%. Le marché, et je cite un analyste, semblait un peu s'en inquiéter, un peu seulement. Vous allez voir que un peu va vite devenir beaucoup, parce que le conflit entre les États-Unis et l'Iran, qu'on pensait plus ou moins contenu depuis le cessez-le-feu du mois d'avril, a redémarré pour de vrai, si vous aviez encore un doute. Et pas doucement, 9 jours d'hostilité ou 11 jours d'hostilité, je sais plus, d'une intensité inédite, et l'Iran qui parle de guerre totale, Trump qui promet de faire payer à Téhéran plusieurs fois le prix du sang américain versé dans la région, et au milieu de tout ça, il y a un couloir maritime, le détroit d'Ormuz, en temps normal. Vous le savez, parce qu'on vous le dit au moins 4 fois par jour depuis le début de la guerre, environ 1/5 du pétrole mondial passe par là, et cette semaine, le trafic s'est, je cite, pratiquement arrêté. Mardi, le Brent a franchi les $90, première clôture au-dessus de 90 depuis début juin. Mercredi, ça continue, $94 et un pic au-dessus des 95 intraday. Trump, jamais avare d'une déclaration qui met le feu, promet de bombarder les infrastructures civiles iraniennes chaque fois que Téhéran ouvrira le feu sur un navire dans le détroit. Et puis Jeudi, c'est l'apothéose, le baril franchit les $100, un bond de 7% en une journée, un niveau qu'on n'avait plus vu depuis le mois de mai. Le Brent est en hausse de 43% depuis le début du mois de juillet. Vivement que le mois se termine. Alors oui, en fin de semaine, le brut a un peu baissé parce que les Pakistanais se prennent pour la colombe de la paix. Mais pour l'instant, on a quand même l'impression que la colombe en question a l'air un tout petit peu déplumée. Alors, pourquoi est-ce qu'on est monté autant ? Pourquoi ? Tout simplement parce que le marché est en train de comprendre que le plan B était en train de sauter aussi. L'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial de brut, avait rerouté une bonne partie de ses livraisons par la mer Rouge pour contourner le blocage du détroit d'Ormuz, ce qui était plutôt astucieux. Sauf que les Houthis, ces rebelles yéménites soutenus par l'Iran, ont annoncé un blocus des ports saoudiens. Et jeudi, ils sont passés à l'acte, 2 pétroliers saoudiens attaqués en mer Rouge. Si on voulait résumer la chose, on dirait que les investisseurs étaient prêts à tolérer le choc du Golfe en se disant que les routes maritimes se réorganiseraient et que les dégâts resteraient limités géographiquement. Mais quand un deuxième point de passage stratégique saute, cette hypothèse devient difficile à défendre. Traduction en français, on avait une porte de secours et elle vient de se refermer brutalement.
Et pendant que le baril flambe, l'Iran en rajoute une couche en annonçant avoir stoppé 3 pétroliers qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz. À ce stade, c'est plus un marché pétrolier, c'est un scénario de film catastrophe où on se demande juste qui va survivre à la fin, tout en priant que ce soit un film américain pour que ça se termine le mieux possible et que les gentils gagnent à la fin. Alors voilà, le pétrole s'envole, et quand le pétrole s'envole, il monte pas tout seul dans son coin, il emmène avec lui son meilleur ami, son plus fidèle compagnon de désastre, l'inflation. Et l'inflation sur les marchés, ça a un thermomètre. Ce thermomètre, ce sont les taux d'emprunt des États, les fameuses obligations d'État. Le truc dont personne ne parle jamais, sauf quand tout part en vrille, et cette semaine, tout est parti en vrille. Le 10 ans américain est à 4,59 dès lundi. Mardi, c'est 4,63, mercredi 4,66, jeudi 4,70, le plus haut depuis janvier 2025. En 4 séances, l'argent le plus sûr du monde est devenu de plus en plus cher. La tendance est mise en place et la probabilité d'une hausse des taux en septembre frise la certitude. Mais le vrai spectacle, il était en Europe. La France a emprunté à 4% sur 10 ans. Pour la première fois depuis juin 2009. Souvenez-vous de juin 2009, on sortait à peine des décombres de la crise financière et avec une dette à 118% du PIB, la France se retrouve à payer le prix fort. Un analyste a parlé d'une prime de risque politique et budgétaire propre à la France, ce qui est la manière polie de dire les marchés commencent à regarder Paris avec le même œil méfiant qu'ils réservent d'habitude aux économies fragiles et que les mêmes marchés pensent que le pays est dirigé par des clowns et que visiblement dans un an, ça sera pire. Non, parce que là, quand on fait la liste des candidats, on a l'impression que si on élisait un troupeau d'huîtres pas fraîches, le résultat serait probablement meilleur. Un jour, je vous ferai une vidéo pour résumer le sketch auquel la France fait face en 2027 et ô combien les marchés ont raison d'être terrifiés. Même Flamby pourrait revenir. Le gars a humilié la France pendant 5 ans. Bon, moins que Macron, mais quand même. Mais la gauche serait prête à voter pour lui et son scooter. Bref, là n'est pas le sujet, mais ça se ressent dans les rendements de l'OAT. Et le Bund allemand, la référence, le AAA, le coffre-fort de la zone euro, a franchi les 3,20 pour la première fois depuis 2011. Alors pourquoi c'est grave? Parce qu'une OAT à 4%, c'est une concurrence directe pour les marchés actions. Elle offre un rendement connu à l'avance sans la même volatilité que les entreprises cotées. C'est mécanique et c'est logique. Autrement dit, pourquoi aller risquer votre argent sur des actions qui montent et descendent au gré des humeurs de Donald Trump quand l'État français vous offre du 4% garanti les yeux fermés? Enfin, garanti, il manquerait plus qu'il fasse défaut. C'est donc ça la vraie bombe à retardement de la semaine et c'est pas le pétrole. Le pétrole, c'est l'étincelle. La bombe, c'est le retour des taux qui rendent les actions soudainement beaucoup moins intéressantes. Et au milieu de ce chaos, il y avait un rendez-vous dans l'agenda, un rendez-vous que tout le monde attendait sagement, la Banque Centrale Européenne. Et Madame Lagarde a fait exactement ce que tout le monde avait prédit, c'est-à-dire rien. Les taux sont inchangés, sont restés inchangés, facilité de dépôt maintenue à 2,25%. Voilà, en gros, on peut applaudir poliment. La BCE a regardé le pétrole flamber, l'inflation menacée, la géopolitique s'embraser, et elle a décidé de garder toutes ces options ouvertes, préserver la flexibilité et maintenir une liberté d'action totale. Ouais, en clair, on attend de voir, on s'engage sur rien et on croise les doigts en attendant. Ce qui, honnêtement, dans le contexte, n'est pas complètement débile, parce que la BCE est prise dans une espèce d'étau magnifique. D'un côté, vous avez le pétrole qui flambe et qui pousse l'inflation vers le haut. Ça, ça devrait faire monter les taux. Et de l'autre, la guerre au Moyen-Orient qui menace la croissance. Et ça devrait faire baisser les taux. Résultat, elle ne bouge pas. Elle est tétanisée, mais avec élégance, bien sûr. Non mais, le vrai message est ailleurs. Le marché est en train de pricer désormais près de 90% de chances de hausse des taux en septembre. Que ce soit à la BCE ou que ce soit à la Fed. On parle même plus de baisser les taux pour soutenir l'économie, on parle de les remonter pour éteindre l'inflation du pétrole, pour éteindre l'incendie. La baisse des taux est devenue tellement has-been qu'on n'en parle même plus. Le vent a tourné, et il a tourné super vite, il faudra quand même le noter. Passons maintenant à l'autre feuilleton de la semaine, celui qui se joue de l'autre côté de l'Atlantique, dans la Silicon Valley, le feuilleton de l'intelligence artificielle. Alors mardi, souvenez-vous, c'était la fête au village, grand rebond des semi-conducteurs, Nvidia, Broadcom, AMD qui prenaient 8%, Micron 12%, l'appétit pour le risque était de retour. Tout le monde voulait croire encore une fois à la grande histoire de l'intelligence artificielle qui va sauver le monde et enrichir tout le monde. Et puis, mercredi soir, après la clôture, Alphabet et Tesla ont publié leurs résultats et là, la fête s'est arrêtée net.
Commençons par Alphabet. Sur le papier, c'était très bon, très bon même. Résultat record, porté par le cloud, mieux qu'attendu. Bravo. Sauf que les investisseurs n'ont retenu qu'une seule ligne du communiqué de presse. Alphabet relève sa prévision d'investissement pour 2026 autour de 200-205 milliards de dollars contre 180 à 190 auparavant. C'est donc 200 milliards en une année pour l'IA. Alors pour faire simple, l'entreprise a épuisé sa trésorerie et les dépenses supplémentaires devront être financées par de la dette et des émissions d'actions. Je ne sais pas si vous voyez bien où se trouve le problème. Google est l'une des machines à cash les plus monstrueuses de l'histoire du capitalisme. Elle est en train de brûler sa trésorerie si vite qu'il va falloir emprunter. Et emprunter, quand les taux sont en train d'exploser comme on vient de le voir, forcément ça coûte cher. Résultat, le titre s'est pris 7% dans la gueule l'autre soir. Et pour faire simple, Google n'avait jamais perdu un centime en 22 ans d'existence. Et en 3 mois, ils se sont mis dans le rouge de près de 6 milliards à cause ou pour l'IA. Et apparemment, c'est que le début. Et puis, il y avait Tesla aussi. Alors, Tesla, bénéfice net en dessous des attentes, marge qui fonde et des dépenses IA colossales. Le titre s'effondre de 14,5% en une séance. L'IA commence à produire des revenus visibles, mais elle n'a pas encore vraiment convaincu qu'elle produira durablement les marges espérées. Des marges qui se sont effondrées chez Tesla et des dépenses qui ont pris l'ascenseur. Voilà donc le cœur du problème. Pendant 2 ans, on a acheté le rêve, la promesse, le PowerPoint, et maintenant, le marché, lui, il veut voir le résultat, la facture et les bénéfices. Et pour l'instant, il voit surtout la facture. Résultat des courses, environ 800 milliards de dollars de valorisation effacée, rien que sur les grands noms de la tech américaine, en une séance. Pouf! Envolé. C'est plus ou moins le même montant qui doit être investi dans l'IA en 2006, comme c'est rigolo. Et puis on notera aussi qu'Intel a cartonné au niveau des résultats. Alors, bonne nouvelle pour Intel encore, par contre, attention, Jim Cramer est positif sur le titre qui généralement est plus ou moins un signal de vente. Et puis en Europe, on a eu notre propre victime, STM Microelectronics. Des résultats trimestriels corrects, un bénéfice de 259 millions, mais des perspectives de vente pour le 3e trimestre qui déçoivent. Sanctions immédiates, moins 17,7%, autant dire, ça ne rigole pas. Dans son sillage, Infineon se prend 6% à Francfort. Quand un géant des puces tousse, tout le secteur attrape la grippe et la mauvaise grippe. Et puis, parce qu'une semaine sans Donald Trump, ce serait comme une série sans sa vedette préférée, le président américain a ressorti son jouet favori, les droits de douane. Un premier coup, mercredi, 100% de droits de douane sur les importations de médicaments génériques à partir de 2028. Sandoz, le géant suisse des génériques, a réagi avec un flegme tout helvétique. Le groupe a pris note et il a dit qu'il était encore trop tôt pour évaluer les implications. Traduction, on a 3 ans devant nous et on verra bien. Et de toute façon, on n'y peut rien. Le titre a quand même reculé. Deuxième coup dans la nuit de jeudi à vendredi, et celui-là, il vise directement chez nous. De nouveau de droits de douane en Suisse à 12,5%. Comme ça, une couche de plus. Les experts ont parlé d'une couche supplémentaire d'incertitude dans un contexte géopolitique déjà tendu. Et le plus fou dans tout ça, c'est que vendredi, la bourse suisse a terminé en hausse. Le SMI a gagné 0,79%. Les investisseurs ont fait l'impasse sur les tarifs, sur le pétrole, sur tout. Ils ont haussé les épaules et puis ils ont acheté. La Suisse est défensive et plus personne ne croit au sketch de Trump qui va sûrement nous faire un virage à 180 degrés dans les 3 jours. Et pour finir cette première partie, un petit détour par Londres, parce que franchement, c'était trop beau pour le passer sous silence. Cette semaine, le Royaume-Uni a changé de Premier ministre. Andy Burnham, le nouveau chef travailliste, est arrivé au pouvoir. Et les marchés l'ont accueilli avec l'enthousiasme d'un poisson pour un vélo. Dès son arrivée lundi, la bourse de Londres reculait et le coût de la dette britannique s'envolait. Le taux à 10 ans est passé de 4,95 à 5,04. Une analyste a très bien résumé la chose. Les marchés désapprouvent Burnham. Pourquoi ? Parce qu'il a écarté la chancelière sortante Rachel Reeves, celle qui incarnait un minimum de rigueur budgétaire, et son premier discours a laissé entrevoir une position budgétaire plus souple, davantage de dépenses et davantage de dettes. Or, les marchés en ce moment, ils ont horreur d'un seul mot, c'est le mot dette. Ils sanctionnent immédiatement quiconque laisse entendre que la contrainte budgétaire n'en serait pas une. Burnham a bien essayé de rassurer le lendemain en promettant de faire baisser le coût de la vie tout en respectant la discipline budgétaire et en supprimant la TVA sur l'électricité pour le mois d'octobre. Mais le mal était fait et plus personne ne croit à la parole d'un politicien. De toute façon, ils sont tous pourris. La livre a baissé, les gilts sont restés tendus à 5%. Bienvenue au pouvoir, monsieur Burnham, les marchés vous ont à l'œil.
Et vous n'allez pas durer longtemps, à mon avis. Le roi aurait eu meilleur temps de nommer Harry Kane. Ça aurait au moins plu au peuple. On attaque les performances de la semaine. Alors comme vous le voyez, le Nasdaq a subi un peu, il termine en baisse de 2,13%. Le Bitcoin perd 1,24%. Et puis après, ça se calme. Le S&P est quasiment à l'équilibre. Après, vous avez le SMI qui termine légèrement en baisse sur la semaine. On va le voir sur le graphique après, mais qui tient relativement bien. Et puis après, on a le CAC qui monte une bricole, le Nikkei qui prend 0,73%, le DAX qui arrive à grappiller 1%, le SOX qui remonte 1,24%. On l'a dit, il y a eu quand même 2-3 bonnes choses au niveau des semi-conducteurs encore, parce que finalement, même s'il y a commence à avoir des problèmes de dépenses, ceux qui s'en sortent bien, c'est les puces mémoire. L'or rebondit un peu à 1,29, et puis le pétrole, bien sûr, prend encore 4,12% sur la semaine. Au niveau des perfs du SMI, on va reparler tout à l'heure beaucoup du SMI. Roche prend 6,25% et de l'autre côté de la cote, vous avez Givaudan qui perd 6,60 et Nestlé 5,70. On va revenir sur l'affaire Nestlé dans quelques minutes. Et puis autrement, Novartis qui a également publié cette semaine s'en sort pas trop mal avec une hausse de 1,52 solide et ennuyeux à souhait du côté de Bâle. On attaque maintenant les graphiques de la semaine comme d'habitude. Alors voilà, donc le SMI, vous voyez que c'est un peu la loi de l'emmerdement maximum sur le SMI. Ça fait quand même pratiquement depuis le début du mois de juillet que finalement on oscille entre un bas autour des 14 100 et un haut autour des 14 400. 400 points de range sur le SMI, c'est pas terrible. On a toujours cette résistance qui nous bloque à la hausse, que vous voyez ici, qui passe par les, grosso modo, les 14 350 pour l'instant. Il faut qu'on arrive à clôturer une fois pour toutes au-dessus des 4 400 et commencer à construire quelque chose là en dessus pour commencer à parler gentiment des 15 000 pour le marché suisse. Le S&P 500, vous voyez que c'est pas forcément mieux. Alors là, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on a un top ici et un autre top plus bas. Donc on voit que gentiment qu'on est en train d'entamer une séquence de tendance baissière pour l'instant. Donc il va rapidement falloir clôturer au-dessus des 7600 pour rassurer un peu les marchés sur le S&P 500. Pour l'instant, c'est difficile et ce sera difficile tant que le pétrole n'est pas là pour nous aider. Alors pour l'instant, on a un premier support qui se trouve à 7340 sur le S&P 500 et un deuxième qui revient sur ce niveau-là qu'on avait le 11 juin. Donc ça nous amène à 7250. Si tout ça casse, on va reparler des 7000 assez rapidement sur l'indice de référence américain. Le Nasdaq, pareil, vous voyez que on a une jolie tendance qui se dessine, quand même. Pour l'instant, c'est quand même assez négatif. La question, pour l'instant, c'est on never catch a falling knife. La question, c'est où est-ce que cette vague de baisse va s'arrêter. Là aussi, on voit que si on va chercher un peu plus loin, on a un point intéressant qui devrait générer une conjonction autour de la moyenne mobile des 200 jours. Donc on va dire que 24 432 sur le Nasdaq sera un point assez intéressant à observer ces prochains temps, pardon. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la tendance, elle n'est pas bonne, vraiment. Et ça se généralise un peu partout. Donc un peu de soucis à se faire du côté des indices américains pour l'instant. Le SOX, alors vous voyez que le SOX, pour l'instant, on hésite quand même beaucoup. Là aussi, on a une tendance baissière qui est affirmée depuis un bon moment, mais on a des soubresauts qui sont toujours assez importants du côté des semi-conducteurs. Vous voyez que la tendance est bien affirmée, mais qu'on essaie à chaque fois de rebondir. On a rebondi 2-3 fois cette semaine, mais on termine quand même la semaine de nouveau en baisse. On a ce point de milieu que j'avais laissé traîner là, qui veut pas dire grand chose fondamentalement, mais on a l'impression que on va chercher des points bas autour des 11 000 qui pourraient être un support, mais attention à la cassure des 11 000 à la baisse. Mais en attendant, il faut toujours faire très très attention parce que tous ceux qui se mettent short sur les semi-conducteurs se font nettoyer les dents assez rapidement à coup de renversement de tendance. Et puis, puisqu'on parle de semi-conducteurs, parlons du Kospi. Vous voyez que là aussi, le bain de sang est sévère quand même par rapport au top. On était à 9409, on termine la semaine à 6693 et les 9409 datent du 19 juin. C'est pas non plus il y a 6 mois en arrière. Donc on voit que la pression vendeuse est très forte et il y a beaucoup de clients qui se font laminer en Corée du Sud pour l'instant parce que globalement, ils se font tous défoncer au niveau des produits à levier. Ça devient une grosse polémique parce qu'ils veulent bien gagner de l'argent avec des leviers quand ça monte, mais ils aiment pas trop en perdre avec des leviers quand ça baisse. Le Nikkei, propre, vous voyez, propre, la tendance baissière, il n'y a rien à dire.
Mais de nouveau, je vous le dis, hein, faites attention quand même parce que les tendances sont en train de s'affirmer et il va falloir qu'on inverse rapidement quelque chose. Et les résultats qui seront publiés la semaine prochaine seront hyper importants. Mais pour l'instant, on est bien inscrit là-dedans sur la tendance baissière du Nikkei. On a un support avec le dernier bottom qu'on avait fait au mois de juin. Il va falloir tenir à 63 000. Sinon, ça va commencer à poser des problèmes. Et puis, quand vous regardez le 10 ans et le 40 ans japonais, ça repart également à la hausse. Et on parle surtout à nouveau de hausse des taux au Japon. Donc, attention, ça risque de piquer ces prochains temps. Le CAC 40, il ne se passe strictement rien. C'est en haut, en bas, tu sais pas où tu vas, mais on reste dans un range hyper serré. Vous voyez là aussi, on a un bas de range autour des 8270. Et en haut de range, avec des exagérations, avec 8438, donc vraiment c'est très serré. Et on attend de voir ce qui va se passer. Ce sera intéressant à observer parce que la semaine prochaine, il y a quand même un gros poids du CAC 40 qui va publier, LVMH, et qui pourra donner peut-être, renforcer un petit peu, ou donner une direction en tous les cas sur l'indice français. Le DAX, en haut, en bas, pareil, hein, vous voyez là, on a fait, alors on va dire que le bas c'est à 24 650 et le haut c'est à 25 227, on a quelque chose comme 700 points de range, mais là aussi on n'arrive pas vraiment à trouver une tendance sur le DAX, et vous voyez que ça montouille, mais c'est pas très convaincu pour l'instant. Et puis l'or qui a tenté de rebondir, mais qui consolide toujours sur les 4000. Alors, la grande théorie de l'or, ce dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est que plus personne n'en veut pour le moment, parce que comme les taux montent et que l'or ne rapporte rien, eh bien on préfère aller acheter du 10 ans américain plutôt que de l'or, parce que pour l'instant, au moins on touche un coupon du côté du 10 ans. Mais attention, aux moindres tensions et signes de détente sur les taux, l'or risque bien de repartir à nouveau un peu plus haut. Voici le WTI. Alors vous voyez que le mouvement depuis le 2 juillet, grosso modo, de 67,36 à quasiment 93 dans le courant de semaine dernière, est quand même monstrueux. Ça fait un gros move qui va avoir des conséquences sur l'inflation. Ça tombe bien parce qu'on aura bientôt les chiffres de l'inflation du PCE qui va tomber. Alors le mois dernier, souvenez-vous, on était tout contents. Vous voyez quand même quasiment 40% de rebond depuis début du mois de juillet sur le pétrole. Donc on attend de voir un petit peu ce que ça va avoir comme impact sur l'inflation. On était soulagé sur les chiffres de l'inflation du mois de juin, mais forcément, vous voyez, le baril a baissé durant tout le mois de juin. Et maintenant, comme il a fait exactement la tendance inverse, eh bien, il y a de quoi craindre pour les prochains chiffres de l'inflation et donc pour les discussions au niveau des taux. Et ça tombe bien parce que la Fed se réunit la semaine prochaine. Voilà pour la grande fresque mondiale. Maintenant, rapprochons un peu la caméra, rentrons à la maison, parce que pendant que le monde brûlait, la Suisse vivait sa propre saison des résultats. Une quarantaine de publications en une semaine, et croyez-moi, il y a eu du spectacle. Voici donc les vedettes de la semaine, et on commence avec Nestlé, la superstar déchue, qui a pris quand même la plus grosse gifle de la semaine. Nestlé, le géant de Vevey, a vu son bénéfice fondre de près d'un tiers au premier semestre, un tiers, plombé par les coûts de restructuration et des dépréciations d'actifs. Et les ventes qui reculent en prime. Résultat jeudi, moins 8%, lanterne rouge du SMI, le paquebot Veuvaison a coulé la séance à lui tout seul. Et comme si ça ne suffisait pas, Nestlé a enfin trouvé un partenaire pour se débarrasser de Nestlé Waters. Vous savez, sa fameuse division eau, celle qui traîne le scandale des filtres illégaux comme un boulet depuis 2024. Eh bien, ils vont céder la moitié de l'unité à l'américain Platinum Equity pour créer une co-entreprise baptisée Peranel. En clair, Nestlé continue de faire le ménage dans son placard, et le placard était bien encombré, et on voyait pas ça comme ça. Vendredi, le titre a repris quand même 1,7%, médaille en chocolat, comme on dit. Il a récupéré une miette de ce qu'il avait perdu la veille, mais vraiment une miette. On n'y voit pas encore très clair, mais la restructuration se poursuit, mais on pensait vraiment pas que ça allait nous coûter aussi cher. Ensuite, on a Roche, qu'on va qualifier de locomotive. Alors, à l'inverse, le héros de la semaine, c'est eux. Jeudi, pendant que Nestlé sombrait, Roche prenait 5,1%. C'était la locomotive contre la voiture balai. Alors, soyons honnêtes, les chiffres de Roche ne sont pas éblouissants. Les recettes et la rentabilité ont un peu freiné sur le semestre, notamment à cause d'effets de change négatifs. On connaît la rengaine. Mais la direction a confirmé ses perspectives pour l'année en cours. Et surtout, mais alors surtout, Roche a dit que les pertes des brevets pèseraient moins que prévu. Or, dans le monde merveilleux de la pharma, le brevet cliff, c'est la peur numéro 1 quand les brevets tombent dans le domaine public. Alors quand on vous dit qu'il sera moins violent qu'attendu, le marché,
Il prend une grande inspiration et il est super content. Et vendredi, Roche a même décroché en plus un feu vert de la FDA pour un test PCR Cobas destiné aux femmes atteintes de vaginite. Petite victoire, mais dans le climat actuel, toute bonne nouvelle est bonne à prendre. Ensuite, on a l'autre pilier de la pharma, Novartis, qui a publié en début de semaine. Alors eux, ils ont joué la partition de bon élève, chiffre d'affaires de 14,4 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 3%, au-dessus des attentes. Le bénéfice net de base a certes reculé de 3% à 4,58 milliards, mais dans l'ensemble, la copie était plutôt propre et le titre, a progressé. Pas de vague, que du sérieux, du vrai Novartis Baloura, en gros. Et puis alors, il y a Swatch. Swatch, numéro 1 mondial de l'horlogerie, c'est pris moins 8,2% mardi. Alors oui, les ventes ont fortement progressé au premier semestre, mais la rentabilité opérationnelle et le résultat net, eux, se sont contractés. Et c'est ça que le marché a retenu à la fin. C'est toute l'histoire tragique du luxe horloger suisse en ce moment. On vend, mais on gagne moins sur chaque montre. Vendre plus pour gagner moins, c'est le genre d'équation qui donne des migraines aux actionnaires. Et à Bienne, on doit commencer à sérieusement se les masser. Les temps, bien sûr. Julius Baer, notre gestionnaire de fortune zurichois, nous a offert un joli grand écart. Sa rentabilité s'est envolée pour le semestre. Mais attention, parce qu'ils ont profité surtout d'une base de comparaison plutôt favorable avec l'énorme correctif de valeur qui avait plombé les comptes l'année dernière. Autrement dit, ça monte plutôt fort, mais surtout parce que l'année d'avant était catastrophique. Et malgré ça, le titre a dévissé de 4% en début de semaine. Le marché n'est pas encore complètement dupe. Petit tour d'horizon maintenant rapide sur les autres têtes d'affiche. Schindler, le roi de l'ascenseur, a fini de la lanterne rouge mardi avec moins 5,4% sur un chiffre d'affaires en léger recul. C'est l'ascenseur qui descend, c'était presque trop facile comme terme. Et puis VAT, l'équipementier des pompes à vide pour l'industrie des puces, a pourtant fait exploser ses entrées de commandes, doublées sur un an à 500 millions, portées par la fièvre des usines de semi-conducteurs. Et malgré ça, moins 8,2% mercredi. Preuve encore une fois, s'il fallait, que dans ce marché, même les bonnes nouvelles ne suffisent plus. On veut du parfait ou rien du tout. Lonza a signé un accord de licence avec la biotech londonienne NGTX sur les traitements anticancéreux de précision et affiché une belle croissance semestrielle, plus de 11% sur les recettes, c'est plutôt solide. Quant à Sandoz, on l'a dit, ils ont encaissé la bombe Trump sur les génériques. Le géant a pris note, très suisse, très calme, mais on verra en 2028. On termine les vedettes de la semaine sur une note plus lumineuse avec Galderma, le labo dermato-esthétique zougois qui a signé un chiffre d'affaires record à plus de 3 milliards de dollars et relevé ses ambitions pour l'année. La demande reste très forte. Visiblement, même quand le monde brûle, on ne renonce pas à ses injections. Et puis Sonova, le spécialiste de l'audition, s'est envolé de 5,5% en milieu de semaine après un upgrade de recommandations chez UBS, comme quoi il y avait bien quelques rayons de soleil dans la grisaille. On entame maintenant le 1 vrac de la semaine, le rituel du samedi. Le 1 vrac, le tiroir du bas, toutes les actions suisses qui ont fait parler d'elles cette semaine, en rafale, façon mitrailleuse lourde. Du côté des vainqueurs, on a un feu d'artifice avec Sicor, le producteur de composants électroniques s'envole de 17,3%, revenu en hausse de quasiment 20%, carnet de commandes blindé, explosion de plus 40%, la plus belle performance de la semaine. Bossard, les systèmes de fixation gagnent 9,4% sur un excellent semestre, Cosmo prend 7,8%, Schweiter, les matériaux composites grimpent de 5,1% malgré un chiffre d'affaires en repli. La preuve qu'on peut gagner plus en vendant moins, l'exact inverse de Swatch. Et Polypeptide poursuit son envolée de plus 4,7%, porté par l'annonce de son rachat par Samsung Biologics. Mention spéciale à Fontobel qui rebondit magnifiquement. Bénéfice net en hausse de 87% sur un an à 216 millions. Et salutations à Bébé Biotech aussi qui passe d'une perte nette de 100 millions l'an dernier à un bénéfice net de 451 millions ce trimestre. Joli retournement. Du côté des perdants maintenant, parce qu'il en faut, Calida plonge de 7,3% après avoir bradé sa marque de lingerie américaine Cosabella. Rachetée 80 millions de dollars en 2022, elle n'a rapporté qu'un malheureux 4 millions de chiffre d'affaires sur 6 mois. Calida se retrouve donc à poil, si vous me passez l'expression, ce qui pour un vendeur de sous-vêtements est, paradoxal.
Date Villers perd 6,9%, SFS abandonne 6,7%, sanctionné par une double downgrade d'UBS et de ZKB, alors même que ces chiffres étaient meilleurs qu'attendus. Allez comprendre. Bystronic recule de 6,3% et EFG cède 5,6%, plombé par la disparition d'un gain exceptionnel qui avait redoré son premier semestre en 2025. Et pour la petite actualité des coulisses, Sunrise s'est trouvé un nouveau directeur financier, Belimo a publié de bons résultats mais a quand même reculé, Sembra a vendu des actions propres pour financer la reprise du crédit auto de Santander et Vezug, l'électroménager, a tenu bon après des ventes en hausse de près de 5%. Bref, la Suisse qui bosse, la Suisse qui publie, pendant que le monde regarde le pétrole flamber. Maintenant, on va prendre juste 3 minutes pour respirer et essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé cette semaine, parce qu'au-delà du bruit, il y a une histoire, une seule histoire. Cette semaine, le marché a joué à un jeu très dangereux, le déni. Il suffit de regarder la mécanique, le pétrole passe de 83 $ à plus de 100 $, les taux américains grimpent vers 4,7%, la France emprunte à 4% pour la première fois depuis 2009, l'Allemagne est à 3,20 pour la première fois depuis 2011, Trump balance des tarifs douaniers à droite et à gauche, une guerre s'étend en mer Rouge, et malgré tout ça, mardi, les gens achetaient de la tech et vendredi, la bourse suisse clôturait en hausse en faisant l'impasse sur les tarifs et le pétrole. Faire l'impasse, c'est exactement le mot. Le marché a passé la semaine à faire l'impasse, à choisir ce qu'il voulait voir et à ignorer le reste. Et ça, si vous avez un peu de mémoire, ça devrait quand même vous rappeler quelque chose. Ça sent un tout petit peu 1999, ça sent 2007 aussi, ces moments où tout le monde savait au fond que quelque chose clochait, mais que personne ne voulait être le premier à quitter la fête. En 1999, on ignorait les valorisations délirantes parce que c'était différent cette fois. En 2007, on ignorait le marché immobilier américain parce que les prix ne baissent jamais. Aujourd'hui, on ignore le pétrole, les taux et la géopolitique parce que l'IA va tout sauver. Sauf que cette semaine, justement, l'IA a commencé à montrer son vrai visage et sa vraie facture. Alphabet et Tesla ont rappelé une vérité gênante, cette révolution coûte des centaines de milliards et pour l'instant les marges ne suivent pas. 200 milliards de dépenses pour Google en une année, financées à crédit au moment précis où le crédit redevient très cher. Je ne sais pas si vous voyez le piège qui se referme. L'IA a besoin d'argent bon marché pour tenir sa promesse et l'argent bon marché cette semaine est mort dans le détroit d'Ormuz. Et la semaine prochaine, on va devoir se farcir le reste de la tech et ses prévisions de dépenses sur l'IA. Ça va pas être simple. C'est ça la vraie histoire finalement, la collision entre deux mondes, le monde du rêve technologique qui a besoin de taux bas pour financer ses folies, et le monde réel, le pétrole, la guerre, l'inflation, la dette qui fait remonter les taux et qui présente l'addition. Ces deux mondes-là se sont regardés en chien de faïence toute la semaine, et le marché, comme un enfant qui refuse d'aller se coucher, a fait semblant de ne pas voir que l'orage est en train d'arriver. Alors, voilà, grosso modo, où on en est ce samedi matin. Le pétrole est pratiquement à 100 $. En général, on dit pétrole à 100 $, récession dans le placard. Mais cette fois, c'est différent parce qu'il y a l'intelligence artificielle. Les taux explosent, la tech a perdu 800 milliards en une séance, Trump distribue des tarifs comme des tracts, une guerre s'étend en mer Rouge et pourtant, le marché continue de danser. Le bateau prend l'eau, le DJ, lui, monte le son. La vraie question, c'est pas de savoir si la musique va s'arrêter. La musique s'arrêtera forcément un jour. La vraie question, c'est de savoir combien d'invités seront encore sur la piste quand les lumières se rallumeront. Et cette semaine, croyez-moi, il y avait beaucoup de monde sur la piste. Moi, je vous dis, je garde mon manteau à portée de main et je danse le plus près possible de la sortie. Alors oui, vous pouvez dire que je suis chiant et que je suis tout le temps négatif, mais c'est pas moi qui décide des rendements, des obligations, du cours du brut ou du niveau des dépenses de Google. Moi, je suis le mec qui raconte. Alors la semaine prochaine, il y aura donc une avalanche de publications. Encore. Comme vous le voyez sur l'image, eh bien, on aura, en début de semaine, on va attaquer la semaine avec des boîtes comme AstraZeneca, comme Bank of Marine, ou comme Whirlpool, ou comme F5. Et puis ensuite, on va enchaîner avec du PayPal, du Boeing, du Coca, de l'UPS pour voir un peu comment le consommateur se comporte. Ensuite, on aura Visa, mardi soir, à noter quand même, toujours important. Ford également. Et puis mercredi, on va commencer avec le très lourd. On va attaquer Meta et Microsoft le même jour avec ARM, Qualcomm en même temps, Lam Research. Donc il y aura vraiment du gros monde là-dessus. Ça va être assez compliqué. Et puis on notera ensuite que jeudi, ce sera le tour de
Apple et Amazon qui publieront jeudi soir After Close. Il y aura donc du monde au balcon. Il y a plein d'autres sociétés comme vous voyez. Il y aura même Ferrari. On aura l'occasion d'en reparler durant la semaine prochaine. Et puis on bouclera la semaine avec des ABBV et des ExxonMobil. C'est pas des trucs les plus sexy, mais c'est des trucs qui sont un tout petit peu d'actualité. Et puis on notera encore qu'en Europe, il y aura LVMH et Hermès et Airbus, entre autres. Et puis alors du côté du reste, on aura la confiance du consommateur aux États-Unis dès mardi. Mercredi soir, il y aura la décision de la Fed qui va annoncer qu'elle ne fait rien, mais qu'elle fera sûrement quelque chose en septembre. Jeudi, on parlera inflation avec le PCE et ensuite il y aura le Chicago PMI et la semaine d'après, on parlera bien sûr de l'emploi. Quel programme, mes amis, ça va être showtime pendant 2 semaines. Alors pour ne rien rater de tout ça, abonnez-vous à la chaîne Swissquote en français et activez la cloche. Et puis, pour ce qui est de cette vidéo, celle-là, histoire de faire disjoncter l'algo de YouTube, on like, on commente et surtout, on partage la vidéo à toute sa liste de distribution. Excellent week-end à tous et à lundi pour un nouveau Morning Bull Live. Allez, bye bye! Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.